Donc, j'ai vraiment beaucoup de plaisir d'introduire Benoît Lamarche, qui nous fait le plaisir d'être présent aujourd'hui pour parler de ses travaux sur l'utilisation de l'IA pour la caractérisation des comportements de consommation. Donc, il est professeur de nutrition à l'Université Laval à Québec et titulaire d'une chaire nutrition, aussi membre de l'Institut de nutrition et des aliments fonctionnels et directeur du centre Nutris, donc nutrition, sens et société. Donc avec des intérêts, je pense, qui rejoignent aussi les différents piliers du PEPR-SAMS, et donc qui devrait, je pense, parler à beaucoup. Donc non seulement il nous a fait le plaisir d'accepter l'invitation, mais il a poussé plus loin jusqu'à venir en personne, traverser l'Atlantique pour être avec nous aujourd'hui, ce qui n'était pas spécialement dans la commande que je lui avais adressée. Donc vraiment merci beaucoup Benoît pour ta présence, et puis la parole est à toi pour ta présentation, pour découvrir les faces cachées des habitudes alimentaires par l'intelligence artificielle. Merci. Merci beaucoup. Merci Sophie. Merci pour l'invitation. Oui, j'ai décidé de venir vous voir en personne parce que, là, vous avez noté, je suis québécois, donc j'ai un accent qui va sûrement vous faire sourire. Oui, c'est plus plaisant de voir les gens en personne. Puis, j'ai des collègues aussi que je vais avoir la chance de voir cette semaine aussi. Donc, une pierre, 3 ou 4 coups. Et puis, j'ai acheté sur mon billet d'avion une compensation de gaz à effet de serre. Là, donc, oui, alors, moi, comme Sophie l'a mentionné, je suis professeur en nutrition à l'Université Laval. J'ai le privilège de diriger un centre de recherche qui s'appelle Nutris, Nutrition, Santé, Société, qui est le plus grand centre de recherche au Canada, qui existe depuis 8 ans. Sur la nutrition et la santé. Donc, c'est un nouveau centre. On a beaucoup de plaisir. On est presque 400 à l'Université Laval là, qui s'intéressent à différentes dimensions de l'alimentation, de la nutrition, de la santé. Les aspects, oui, microbiote, physiologie, clinique, mais comportementaux aussi, sociétaux. Donc, c'est un environnement très diversifié qui nous bouscule un peu dans notre façon de voir l'alimentation, mais on a le privilège aussi d'en tirer profit. Puis, SAM, c'est un peu ça aussi, c'est de croiser des choses qui, originalement, on n'aurait jamais pensé croiser, microbiote et système, société, etc. Donc, félicitations pour ça. J'ai pas vraiment de déclaration d'intérêt pertinente. Ma recherche est financée par strictement le gouvernement. Donc, je vais vous parler d'intelligence artificielle. Moi, je ne suis pas un expert d'intelligence artificielle. Je suis biochimiste de formation. Je fais de la recherche clinique, métabolique, en épidémiologie un peu aussi, mais je suis un utilisateur, un consommateur d'outils d'intelligence artificielle. Et je m'intéresse beaucoup aussi à la mesure des comportements alimentaires, ce que les gens mangent, comment on mesure, comment on peut le faire le mieux possible. Puis ça, c'est une image qui date de quelques années, mais c'est ce qu'un Canadien typique, une famille canadienne typique consomme sur une semaine. Puis, si vous cherchez un peu avec la référence, là, vous allez avoir la même chose pour la France, l'Algérie, etc. Donc, il y a différents pays qui avaient été représentés dans l'analyse. Puis, je la présente parce que ça démontre la complexité de la mesure de ce que les gens mangent. Alors, d'une part, les gens mangent rarement, en tout cas, mangent pas toujours seuls. Alors, on ne peut pas se fier juste à la facture d'épicerie. Le contenu nutritionnel de chacun des produits-là peut être très variable. Est-ce qu'il y a un biais de prestige associé à la déclaration de ce que les gens mangent? Donc, souvent, on va se garder une petite gêne, comme on dit, pour les produits qui sont moins santé, puis on va mettre l'emphase sur ce qu'on pense qui est meilleur quand on nous demande ce qu'on mange. Donc, on sous-estime, si on ne patauge pas là-dedans au quotidien, on sous-estime la difficulté de mesurer ce que les gens mangent et les conséquences de ça quand on étudie, par exemple, la génétique ou le microbiote en lien avec l'alimentation. Donc, le but de mon exposé, c'est de vous montrer les défis qu'on a en alimentation, en épidémiologie nutritionnelle et comment l'IA peut peut-être apporter des solutions à certains de ces défis-là. Donc, le premier constat qu'il faut faire, c'est quand on mesure ce que les gens mangent, on peut avoir le plus beau questionnaire au monde. Ce questionnaire-là repose sur une base de données alimentaire. Puis quand les gens disent « j'ai mangé une soupe »,
bien, il faut savoir c'est quoi qu'il y a dans la soupe. Et les bases de données qu'on a en arrière de ces grandes études-là ou ces outils de mesure-là, les études épidémiologiques, les outils de mesure, sont souvent imprécises, incomplètes, sont vieilles. Je vous donne l'exemple du fichier canadien sur les éléments nutritifs qu'on a au Canada. C'est la base de données nationale sur nos aliments et elle date de 2015. Donc, tous les outils, à part si on se développe un outil personnel, tous les outils qui sont utilisés pour mesurer ce que les gens mangent au Canada reposent sur cette base-là. 2015, ça fait plus que 10 ans. Et Dieu sait que les aliments changent rapidement. Donc, c'est un défi. Puis, je vous donne ici un exemple où c'est très petit, mais pour certains nutriments, l'information qu'on a sur ces aliments-là, on a une belle couverture, les gras saturés, les glucides. Mais pour d'autres aliments, comme le sodium, on a une belle couverture, c'est-à-dire qu'on a de l'information en sodium sur chaque produit qui est disponible, mais on n'a peut-être pas un chiffre qui est à jour du tout parce que, depuis janvier, on a un nouveau logo devant les aliments emballés au Canada qui identifie les aliments riches en sel, en gras saturés, en sucre. Et donc, il y a une reformulation qui se fait. Donc, on a une couverture, on a un chiffre sur le sel dans tous nos aliments, mais on ne sait pas si c'est le bon quand on fait des analyses nutritionnelles. Puis, on n'a pas de chiffre sur les sucres rajoutés, il faut les calculer. Donc, ça montre le chercheur, la chercheuse qui utilise le fichier canadien puis qui dit « je vais utiliser les sucres libres », puis il ne voit pas de chiffre, bien, il va avoir un problème. C'est la même chose pour plein d'autres nutriments. La vitamine D, on a une couverture de seulement 66 % dans la base de données canadienne. Fait que si je m'intéresse à la vitamine D, puis je regarde est-ce que les Canadiens consomment assez de vitamine D, puis je me base sur le fichier canadien des éléments nutritifs 2015, en partant, il y a 33 % des aliments qui n'ont pas de données sur la vitamine D. Donc ça, c'est un défi majeur. Après ça, bien, quand on mesure, on a des défis également, c'est-à-dire que les outils qu'on utilise sont imparfaits, que ce soit un rappel de 24 heures, un journal, que ce soit un questionnaire de fréquence. Ils ont tous leurs problèmes et leurs avantages, mais il faut se rappeler que si on fait une corrélation entre ce que j'ai mesuré par un questionnaire, qu'est-ce que la personne mange, et son microbiote, bien, il y a beaucoup de bruit dans le système parce que la mesure est imparfaite. Elle est imparfaite par la base de données, puis elle est imparfaite par l'outil. Donc, il faut garder ça en tête. Est-ce que l'IA peut nous aider à ce niveau-là? Les comportements alimentaires, on peut les étudier de différentes façons. Étudier la relation entre le sel et les maladies cardiovasculaires, c'est assez simple. C'est un nutriment, mais on consomme un paquet de choses en même temps. On peut avoir des scores a priori. Est-ce qu'on a un score méditerranéen favorable ou non? Est-ce qu'on a un score PNNS élevé ou pas? Donc, il y a des scores qu'on peut définir d'avance. On peut utiliser des approches a posteriori aussi, où là, on laisse les données décider à quoi nos profils alimentaires ressemblent, les analyses en composantes principales, par exemple. C'est plus difficile à interpréter, etc. Est-ce que l'IA peut nous aider dans ce domaine-là? Au niveau des analyses statistiques, si on étudie de façon classique la relation entre le sel et les maladies cardiovasculaires, encore une fois, c'est assez simple. Une relation linéaire, on peut faire un U si on veut, non linéaire. C'est assez simple. Quand on commence à avoir beaucoup de données, des données sur le microbiote, la génétique, on veut intégrer tout ça et d'étudier la relation entre l'alimentation, les interactions entre les aliments, le microbiote, la génétique, les comportements et la santé, ça devient compliqué. Puis on est un peu limité par les outils classiques. Et donc, est-ce que l'IA peut nous aider dans ce contexte-là? Ça, c'est quelques exemples de défis auxquels on fait face en épidémiologie nutritionnelle pour informer nos décisions en santé publique et tout ça. Et la question, justement, c'est est-ce que les nouveaux outils qui sont à notre disposition nous permettent de solutionner certains de ces défis-là? Je ne ferai pas un cours d'intelligence artificielle. Encore une fois, je suis un biochimiste, donc je suis imposteur, mais je suis un consommateur. Donc, moi, j'essaie de garder ça simple. L'intelligence artificielle, c'est une grande famille d'outils. On a parlé un peu plus tôt ce matin des analyses, des technologies qui permettent de faire l'analyse du langage. Donc, les NLP, comme on dit en français. On ne dit pas ça en français. Donc, l'apprentissage du langage naturel, etc. Donc, ça, il y a du machine learning où là, on fait plus de la classification. Puis, il y a ce qu'on appelle le deep learning, donc des réseaux de neurones, etc. Quand j'ai commencé à travailler avec des collègues dans le Centre Nutris qui étaient des experts en intelligence artificielle,
j'avais l'impression qu'on était en train de révolutionner le monde de la nutrition. C'est comme, ben là, on a des nouveaux outils, puis en nutrition, personne n'utilise ça, ça va être le fun. Pour me rendre compte, finalement, que ça faisait 15 ans que je faisais de l'intelligence artificielle parce que j'utilisais des arbres de décision, puis des random forests, des forêts aléatoires, puis eux autres, ils se sont appropriés ça en IA, puis ben, ça fait 15 ans qu'on fait ça. Donc, il n'y avait pas une révolution tant que ça. Quand on tombe dans les réseaux de neurones, puis de l'apprentissage profond, peut-être un peu plus, l'analyse du langage, oui, mais il y a comme une zone grise là, entre les statistiques classiques, puis la grande famille de l'intelligence artificielle. La grosse différence, puis je vais y revenir un peu plus tard, c'est la culture alors, et l'approche. Donc, quand on a une méthode plus traditionnelle, des approches plus traditionnelles, c'est-à-dire qu'on va prendre un modèle, on va mettre les données dedans, puis on va regarder qu'est-ce que ça donne à l'autre bout. Alors, on décide d'avance comment on veut utiliser nos données, comment on va les analyser. Alors que dans l'approche plus machine learning IA, c'est que là, on pitch les données, puis on laisse le modèle décider qu'est-ce qui va arriver. Donc, c'est complètement différent comme approche. Puis il y a d'autres différences culturelles pour m'être, puis j'utilise le terme de façon gentille, m'être frotté à des collègues en IA et en ingénierie des données, tout ça. Ça nous a pris un grand bout de temps à se comprendre, là, parce moi, j'étais là, bien, il est où le P? Elle est où la valeur P? Moi, j'étais en train de faire un test, là, je veux un P. Puis les autres, ils ne savaient pas de quoi je parlais. Là. C'est comme, ben, on n'est pas en probabilité quand on fait du machine learning. Alors, il y a eu une courbe d'apprentissage. Les forces de l'intelligence artificielle, évidemment, il y en a plusieurs. Une des forces, c'est de la capacité de gérer beaucoup de données. Donc ça, évidemment, c'est les outils statistiques traditionnels s'améliorent, mais c'est quelque chose qui est particulièrement unique à l'IA, c'est-à-dire que la complexité, l'ampleur des données, les modèles sont mieux adaptés à ça. On a plus de flexibilité dans nos modèles. On peut jouer avec plein d'hyperparamètres quand on fait de la prédiction, de machine learning, etc. Il y a un avantage et les inconvénients. Je pourrais vous donner un exemple un peu plus tard. Et la capacité d'apprentissage. Donc, l'approche classique, ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Donc, il y a le potentiel pour l'IA de solutionner certains des défis qu'on rencontre en épidémiologie nutritionnelle ou en nutrition au sens large. Alors, je vais vous parler de 4 exemples de ces enjeux-là et de tests, d'analyses que nous, on a faites dans mon équipe, parce que ça pourrait être beaucoup plus large que ça, là, mais je vais me concentrer sur des exemples où l'on a essayé d'utiliser l'IA pour solutionner ou améliorer certaines mesures ou les défis, solutionner les défis auxquels on fait face. Fait qu'on commence avec les bases de données. Je l'ai mentionné tout à l'heure, vous pouvez avoir le meilleur questionnaire au monde. Si votre base de données alimentaire en arrière a plein de trous, on n'est pas plus avancé. Donc, on a des défis de mettre ces bases-là à jour, etc. Est-ce que c'est le bon contenu? Et ça, c'est quand même un travail très fastidieux. Qu'est-ce qu'il y a derrière les produits qui sont consommés par les gens qu'on étudie? Alors, un problème qu'on a en Amérique du Nord, puis que je pense, c'est pas le cas en France, je ne sais pas si c'est partout en Europe, c'est que là, vous avez un produit, les Doritos, avec le tableau des valeurs nutritives. On a 11 valeurs nutritives au Canada sur le tableau. Puis, on a les ingrédients. Mais dans la liste d'ingrédients, on ne sait pas il y a combien de chaque ingrédient. Alors ici, vous avez le pourcentage, je ne me trompe pas, de chaque ingrédient pour le poids total. Fait que vous pouvez reconstitutionner la recette assez facilement. Si vous savez que le maïs, le premier ingrédient, c'est 50 du produit. Vous avez une valeur nutritive pour le maïs. Bien, vous pouvez avancer puis caractériser le produit de façon un peu plus précise. Nous, on n'a pas ça. C'est interdit, puis on n'a pas ces valeurs-là de chaque ingrédient dans chaque produit. Alors, comment on peut passer d'une liste de 11 éléments nutritifs sur un produit qui est inconnu, à part ses ingrédients, mais sans savoir combien de quantité chaque, à un produit où on a des valeurs nutritives plus poussées, plus détaillées, au-delà des 11 qui sont sur l'étiquette, mais qu'on peut aller chercher la vitamine D, d'autres nutriments qui sont d'intérêt. Alors, on a développé une méthode à 2 phases où, d'une part, on a fait un peu ce que l'équipe, le projet que vous avez présenté un peu plus tôt avec Mathilde et ses collègues, là, de l'appariement entre les ingrédients sur une liste
et notre référence de base, le fichier canadien des éléments nutritifs, où là, on a des valeurs nutritionnelles complètes pour chaque ingrédient, chaque aliment, qui sont presque 6000 dans cette base de données-là. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un modèle d'optimisation où là, par itération, pour chaque ingrédient, on va attribuer un nombre de grammes spécifique pour réussir à reconstituer la liste des valeurs nutritives des 11 nutriments qui sont connus. Alors, je vais prendre toute la liste qu'il y a là, je vais attribuer un poids en grammes, sachant que le maïs contient tant de protéines, tant de glucides, etc. Je vais essayer, par itération, de reconstituer la liste du tableau des valeurs nutritives. Puis si j'arrive au bon chiffre pour les protéines, les glucides, le gras, etc., bien, j'ai le bon nombre d'ingrédients pour chaque ingrédient, puis je peux reconstituer une liste complète de la valeur nutritive de ce produit-là. Fait que je vous l'illustre de façon un peu plus spécifique. On est parti d'une liste d'aliments de peu plus de 5000 qui vient de l'Observatoire de la qualité de l'offre alimentaire au Québec. Et on a notre tableau de valeurs nutritives pour des ingrédients des aliments canadiens. Par reconnaissance du traitement de langage, on a fait un appariement pour donner un code à maïs, un code à huile végétale, le code 2495, pour lequel on a une valeur nutritive complète. Huile végétale, valeur nutritive complète. Et on est capable d'apprécier à quel point ces modèles-là fonctionnent bien pour faire un bon matching entre les deux. Donc, je vais sauter cette étape-là parce que c'est un peu compliqué et je n'ai pas le temps de tout expliquer. Alors, ce qu'on a, c'est qu'on a un tableau de valeurs nutritives. On a des aliments, des ingrédients pour chaque aliment qui ont été assignés à une valeur de référence. Et là, en utilisant un modèle d'optimisation, un modèle mathématique pur et dur qui fonctionne par itération, on va essayer de prédire le nombre de grammes de chaque ingrédient sur la liste pour refaire le tableau des valeurs nutritives, des 11 valeurs nutritives qu'on a sur le tableau. Alors, essentiellement, on a une liste de 11 valeurs nutritives, énergie, lipides, glucides. Ça, c'est des valeurs connues. On a maintenant un aliment comme la pizza qui a de la sauce tomate. On y a assigné un code par matching et par mode optimisation. On va essayer d'estimer le poids de chaque ingrédient qui permet de reconstituer cette valeur nutritive. Donc, vous avez un exemple ici où vous avez un tableau d'un aliment quelconque. On est parti de sa liste des ingrédients. On les a identifiés, on les a matchés, on leur a donné une valeur nutritive. On a essayé de minimiser l'erreur entre une valeur prédite de protéines, de glucides, de lipides, de calories, etc., pour les 11 qu'on connaît. Et on peut reconstituer la liste ici pour avoir une valeur complète, nutritive de chaque aliment emballé. Alors, sur les 5000 aliments qu'on a fait, vous voyez ici le sommaire de notre capacité à prédire les 11 aliments, les 11 nutriments des tableaux de valeur nutritive sur ces 5000 aliments-là. Et sur le graphique de droite, ce que vous avez, c'est la moyenne entre la valeur estimée et la valeur réelle pour chaque nutriment. Et donc, vous voyez, on est toujours presque autour de zéro, c'est-à-dire qu'on surestime ou on ne sous-estime pas par cette approche-là les calories ou le glucide, on tombe sur le bon chiffre. Et du côté droit, vous avez la proportion des nutriments qu'on a prédits à l'intérieur d'une marge de 20 %, donc c'est la colonne qui est en vert. Sur l'étiquette au Canada, on étant Santé Canada, tolère une erreur de plus ou moins 20 %. Donc, si c'est au niveau réglementaire, s'il y a 15 grammes de protéines sur une étiquette nutritionnelle, bien, si Santé Canada va faire une analyse, ils vont accepter une déviation de 20 % des deux côtés du 15 grammes. Nous autres, on s'est dit, bien, si on prédit à l'intérieur de 20 % d'erreurs, bien, on fait quand même une bonne job. Fait que ce qu'on voit, c'est que pour les calories, le gras, les gras saturés, les glucides, ça, c'est les valeurs qu'on a sur le tableau des valeurs nutritives. On a presque 80 % et plus des aliments, des 5000 aliments qu'on prédit de façon acceptable à l'intérieur d'une erreur de 20 %. Donc, vous me demandez pourquoi on fait tout ça. Bien, l'idée, c'est de prendre une vieille base de données 2015 de nos fichiers canadiens puis de la mettre à jour avec tous les produits emballés. Heureusement, vous autres, vous n'avez pas besoin de faire ça parce que vous avez déjà le poids de chaque ingrédient sur les aliments emballés. Fait que vous n'avez pas besoin de faire ça. Mais nous, on est obligé de faire ça pour avoir une base de données à jour qu'on peut mettre dans nos outils de mesure, un rappel de 24 heures, un questionnaire de fréquence, etc.
Ça fonctionne, mais c'est là que, avec mes collègues en IA, je leur dis, oui, ça fonctionne. Là, ça, c'est le volet optimiste. C'est comme, OK, 80 ça fonctionne assez bien. Mais il y a des aliments qui se comportent mieux que d'autres. Il y a des catégories d'aliments où 65 sont à l'intérieur de la marge du 20 d'erreur. Mais il y a d'autres catégories où on performe moins bien, que l'outil performe moins bien. Puis en particulier, ce sont des aliments où on n'a pas beaucoup d'ingrédients sur la liste. Donc, c'est dur de prédire 11 valeurs nutritives de façon adéquate par ces modèles-là avec peu d'informations. C'est essentiellement ça le problème. Donc, oui, on peut utiliser des outils comme ça pour améliorer notre capacité à structurer des bases de données, améliorer des bases de données, mais ce n'est pas parfait. Alors, puis ça, bien, c'est quand même intéressant parce que j'ai travaillé avec un chercheur qui est dans l'Institut IID, Intelligence Intelligence, je ne me rappelle pas c'est quoi le deuxième I, et données. Et bon, c'est intelligence artificielle. Mais ça, c'est juste des mathématiques, là. Honnêtement, on n'a pas besoin d'IA pour faire ça. Ce n'est pas un modèle non plus qui apprend. Il y a eu une question tout à l'heure, est-ce que le modèle peut s'améliorer? Ce modèle-là n'apprend pas, c'est-à-dire qu'on peut prendre un aliment à la fois, puis c'est juste des modèles d'itération, d'optimisation qui tournent. Donc, c'est l'avantage aussi. Il y a le désavantage de ne pas apprendre, mais il y a l'avantage qu'on peut l'utiliser aliment par aliment n'importe quand. Néanmoins, c'est un exemple où là, on a une solution potentielle pour l'enjeu des bases de données. Pour les apports alimentaires, on a les questionnaires de fréquence, on a les rappels de 24 heures, etc. On est passé du papier et des enquêtes qui prenaient 1 heure par personne à une demi-heure. Puis là, on a des outils web qui sont de plus en plus performants. Et donc là, est-ce qu'on peut utiliser d'autres méthodes pour améliorer l'imperfection de ces mesures-là? On a beau mesurer par le web, les outils ont leurs limites. Il y a des erreurs, il y a des biais, etc. Donc, il y a la promesse que l'IA peut solutionner ce problème-là. Il y a la métabolomique aussi qui est de plus en plus populaire, donc des signatures métaboliques de certaines diètes, de certains aliments, de certains nutriments. Donc, on s'est intéressé à ça un peu ici. Puis c'est l'idée, est-ce qu'on est capable de prédire si quelqu'un mange une diète méditerranéenne à droite ou une diète typiquement canadienne à gauche avec des données sur la métabolomique? Alors, on a la chance à Québec d'avoir dans notre centre de recherche une infrastructure où on peut nourrir les gens, nos participants, pendant plusieurs semaines à 100%. Donc, les gens ne restent pas sur place, mais on a vraiment une cuisine expérimentale où on manipule les diètes et on contrôle tout à 100%. Donc, on a fait une étude, on a nourri des gens sur la diète méditerranéenne et la diète canadienne. On a fait des prélèvements suite à ça. Et une deuxième étude de validation où là, on a encore nourri les gens avec la même diète méditerranéenne, mais on n'a pas nourri la diète canadienne. On les a mangés, on les a laissés faire n'importe quoi pour la diète canadienne. Fait qu'on a parfaitement contrôlé la diète méditerranéenne dans la première étude et la diète canadienne, puis dans l'autre cas, on a juste contrôlé la diète méditerranéenne. Puis on a fait de la métabolomique non ciblée sur ces échantillons-là. Alors, vous avez un exemple, là, quand on nourrit ce nombre de personnes-là, c'est vraiment comme un restaurant et ça roule avec de la bouffe qui sort à tous les jours, etc. Donc, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir, mais c'est une capacité intéressante et une sorte d'étude. Ça permet de faire des études vraiment intéressantes à ce niveau-là. Donc, avec l'information sur les métabolites sanguins pris après chacune des diètes, dans la première étude, où là, on a contrôlé à 100% la diète canadienne, la diète méditerranéenne. Donc, il n'y a pas de variation, aucune, sur ce qui rentre dans la bouche des participants. Tout le monde mange exactement la même chose. Quand on essaie de prédire si l'échantillon vient de la diète méditerranéenne ou de la diète canadienne, on performe presque à 100%. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de variabilité dans l'alimentation, aucune, puis qu'on mesure les métabolites sont le produit de ce qu'on a mangé puis de notre biologie. Bien, avec les métabolites, on prédit presque à 100%, donc sans erreur, si l'échantillon appartient à la diète MED ou à la diète canadienne. Ça, c'est dans la première étude où on a contrôlé l'alimentation à 100%. Là, on a laissé aller la diète canadienne, on a laissé les gens manger à peu près ce qu'ils voulaient. On leur disait manger comme d'habitude.
et on a contrôlé la diète méditerranéenne. Et on a essayé de refaire la même chose. Et ce qu'on observe, c'est que le même profil de métabolites ne performe pas aussi bien pour bien classer les échantillons. Ils ont mangé la même diète méditerranéenne, mais là, on n'a pas le contrôle sur la diète canadienne. Il y a plus de variations. On a utilisé le même modèle basé sur les mêmes métabolites. Alors, vous voyez, la performance des modèles diminue. Ce que ça veut dire, ça, c'est quand on fait de la métabolomique, ciblée ou non ciblée, sur des diètes très contrôlées, on va avoir un signal très clair. Mais quand on croise ça avec des données nutritionnelles qui nous viennent de questionnaires, on a un message beaucoup plus diffus. Il faut être très prudent parce que d'une étude à l'autre, avec les méthodes, etc., ça introduit du bruit, puis ça peut nous envoyer dans des directions peut-être qu'on connaît moins. Et bien, évidemment, je résume ça avec des images très simples, c'est-à-dire que quand on fait de l'intelligence artificielle, puis on dit « Es-tu capable de me dire, intelligence artificielle, si c'est un chat ou un chien? » L'intelligence artificielle va avoir 100% raison, elle ne se trompera pas. L'image est claire, le signal est clair. Le signal qu'on a en nutrition, c'est qu'on essaie de séparer un chat qui est comme ça puis un chien qui est comme ça. C'est-à-dire que notre image n'est pas claire, surtout quand on utilise des questionnaires. Donc, il faut garder ça en tête. On a beau avoir les meilleurs outils, si la donnée de base ne nous permet pas de faire ce qu'on veut faire, on ne peut pas être meilleur que la donnée de base. Alors ça, c'est... Quand j'enseigne en nutrition, là, j'essaie de rappeler à nos étudiants qui commencent leur carrière, de dire « vous mesurez mal ». Pas parce que vous n'êtes pas bon, parce que c'est difficile à mesurer les habitudes alimentaires. Bon, je pourrais vous parler des applications. Il y a toutes sortes d'outils qui sont développés. Il y a encore énormément de défis par rapport à ces applications-là. Les applications en général fonctionnent bien pour identifier ce qu'il y a dans l'assiette. Est-ce que c'est une salade, un burger, des frites, des légumes, etc.? Ça fonctionne. Le grand défi qu'on a, c'est il y a combien de salades, il y a combien de burgers dans l'assiette? C'est le volume. C'est très difficile d'arriver à un volume. Puis tant qu'on n'a pas un volume adéquat, on ne sera pas capable d'arriver à une quantité de protéines, de glucides et de lipides adéquats. Il faut qu'on ait la bonne quantité des aliments. Donc ça, je cherche encore quelqu'un qui a réussi à faire ça. Je ne l'ai pas trouvé. Même Google ne réussit pas encore à le faire. Donc, c'est un défi énorme. Puis même si on réussit à avoir le volume, vous avez l'exemple ici des crêpes en bas. La recette de la crêpe, c'est quoi? Est-ce qu'il y a du sel dans la recette? Est-ce que c'est de la farine à granier ou de la farine blanche, etc.? Il va rester ce défi-là aussi. Donc, oui, il y a de l'évolution. Oui, l'IA nous permet d'avancer dans tout ça. Bien, il y a encore des limites. La mesure des apports alimentaires reste notre point faible en nutrition et c'est des choses qu'on peut améliorer là, avec les années, c'est sûr. Bon, je reviens avec le comportement. Donc, on ne mange pas juste du sel ou juste des gras saturés. On mange un paquet de choses ensemble. Il y a des comportements complexes associés à ça. Les aliments sont corrélés entre eux. Donc, de comprendre la complexité, de voir si on comprend mieux la complexité nous permet de mieux comprendre le lien entre l'alimentation et la santé. C'est un élément qui est intéressant à poursuivre. Donc, il y a toutes sortes d'approches pour ça. Vous avez peut-être entendu déjà les analyses de composantes principales, des analyses par facteur, etc. Donc, c'est des approches qui ne sont pas a priori, c'est-à-dire qu'elles sont basées sur les données elles-mêmes, mais sont difficiles à interpréter. Donc, il y a des nouvelles approches qui sont basées, oui, sur les mathématiques, mais aussi sur des algorithmes qu'on classe dans la catégorie IA, qui nous permettent de pousser un peu plus loin l'analyse de la complexité des patrons alimentaires. Donc là, je vous en présente un c'est une combinaison de modèles graphiques gaussiens qui est vraiment une matrice de corrélation entre la quantité de tous les aliments consommés dans une population. Et on part de cette matrice de corrélation-là. Donc, il y a des aliments qui corrèlent fortement entre eux, d'autres moins. Puis, on peut créer avec différents algorithmes, ça c'est celui qui s'appelle Louvain, qui permet de créer une certaine analyse de réseau entre les aliments, donc des communautés d'aliments qui apparaissent souvent ensemble dans le même questionnaire, et donc que les gens consomment plus souvent ensemble que moins souvent ensemble. Puis, en regardant ces communautés-là, bien, ça nous permet de voir dans une population donnée quels sont les aliments qui apparaissent souvent ensemble, justement, qui sont consommés plus souvent ensemble que d'autres. Et
J'ai eu la chance, là, vous avez la photo en droite de l'étudiante au doctorat qui a fait ce travail-là, Mélina Côté, qui est venue faire un stage ici dans l'équipe de Mathilde Nutrinet Santé et qui a appliqué ces outils-là à la cohorte Nutrinet pour voir si on était capable d'identifier des patrons alimentaires qui étaient associés au risque de maladies cardiovasculaires, indépendamment de d'autres variables nutritionnelles. Donc, je pense que vous connaissez bien la cohorte Nutrinet Santé. Puis j'étais très jaloux là, de Mélina quand elle est venue ici pendant 3 ou 4 mois, puis elle était à Paris, puis là, elle m'a envoyé des photos. J'étais là, c'est les chercheurs qui devraient faire ça, ces stages-là, pas les étudiants. Bien bon. Donc, elle a travaillé avec l'équipe de Mathilde, Léopold Fezeux en particulier, avec les données prospectives de l'étude Nutrinet Santé. Alors, ce qu'on fait, encore une fois, c'est qu'on prend les résultats du rappel alimentaire, on catégorise les aliments, dans ce cas-ci, dans 42 catégories d'aliments différentes. Et là, on regarde toutes les corrélations qu'il y a entre ces aliments-là. C'est-à-dire que dans la population de 100 000 personnes, est-ce qu'il y a des aliments qui apparaissent souvent ensemble, qui corrèlent? Et ça nous permet, après ça, avec le logiciel de Louvain, de créer, basé sur cette matrice de corrélation, toutes les corrélations sont partielles, donc ajustées les unes pour les autres, de créer des communautés d'aliments qui apparaissent plus souvent et qui sont interreliés ensemble. Donc, vous avez ici un exemple où là, la communauté 1, c'était les aliments qui sont listés ici, qu'on a, nous, nommés en bon québécois l'apéro, parce qu'on trouvait que ça fitait avec les aliments qu'on consomme en apéro. Je ne sais pas si c'est consommé ici en apéro. Charcuterie, huile et beurre, produits apéritifs, bon, les apéros, féculents, tubercules, autres gras. Donc, c'était dans les participants à Nutrinet, c'était des aliments qui corrélaient souvent ensemble et qui sont apparus dans une communauté qu'on a nommée comme ça. Donc, à partir de cette approche-là, on a identifié 5 communautés d'aliments, donc un réseau de 5 groupes alimentaires qui étaient consommés plus souvent ensemble. Ils sont mutuellement exclusifs. La communauté des appetizers, donc l'apéro, les aliments du petit déjeuner, les sucreries, les aliments à base de protéines et les aliments qu'on considère santé. Donc, il y avait un certain nombre d'aliments dans chacune des catégories et on est capable, après ça, de donner un score pour chaque personne selon ce que cette personne-là consomme. Donc, si quelqu'un ne consomme pas beaucoup des aliments qui sont dans la communauté numéro 2, il va avoir un faible score pour cette catégorie d'aliments-là ou ce patron alimentaire-là. Et à l'inverse, si la personne consomme beaucoup de ces aliments-là, il va avoir un score plus élevé. Puis le score est pondéré pour le poids général de chaque communauté dans le réseau. Donc, un réseau, c'est un peu comme un réseau social, c'est-à-dire que vous avez du monde qui sont connectés à d'autres mondes, puis plus une personne est connectée à beaucoup de monde, qui est connectée à beaucoup de monde, cette personne-là a beaucoup d'influence. Donc, il y a un poids central dans le réseau plus important. Donc, on est capable de donner un score à tous les participants en fonction de chacune de ces communautés ou ces groupes d'aliments-là. Et ce qu'on a observé, c'est que, oui, il y avait des relations attendues, par exemple, entre la communauté santé, les aliments santé et le risque de maladies cardiovasculaires, mais ce lien-là n'était pas significatif quand on ajustait pour la qualité globale de l'alimentation, par exemple. Ce qu'on a noté de façon particulière, c'est que les aliments qui étaient dans la catégorie sweet and snacks, qui sont écrits ici, les breuvages non alcooliques, non alcoolisés, le chocolat, les gâteaux, etc. Tout ce qui est sucré, autrement dit, était associé à un risque accru de maladies cardiovasculaires. Donc, plus on avait un score élevé pour cette communauté d'aliments-là, plus les gens étaient à risque. Et ça, c'était indépendant de toutes les autres variables nutritionnelles, incluant le pourcentage des calories qui viennent des aliments ultra-transformés. Donc, c'est une autre façon de voir les patrons alimentaires qui peuvent être intéressants pour nous guider vers, OK, quels sont les aliments qui sont les plus problématiques au-delà de ce qu'on sait déjà sur l'alimentation. Donc, c'est une autre façon de voir l'alimentation, la structure de l'alimentation dans une population. Puis évidemment, ces résultats-là sont, comme on dit, population spécifique. Je ne peux pas prendre ces réseaux-là et les appliquer au Québec. Il faut que je refasse toute l'analyse parce que la structure des réseaux entre les aliments, la corrélation ne sera pas la même au Québec qu'en France. Donc, ça devient très spécifique et c'est facile à interpréter en plus. Donc, à suivre, c'est des nouvelles méthodes qui nous permettent de mieux comprendre la complexité du comportement alimentaire des aliments qui sont consommés et leur relation avec la santé.
Un mot sur les analyses statistiques. Donc, j'ai parlé que traditionnellement, on avait des modèles qui étaient relativement simples, peu de variables, des relations linéaires qu'on peut tordre un petit peu pour avoir des U ou des plafonds. Mais est-ce que l'intelligence artificielle ou les outils de machine learning peuvent nous aider à faire mieux? Alors ici, ça c'est plus récent, donc on n'a pas de publication encore là-dessus, mais on commence à travailler là-dessus. Il y a différentes approches statistiques qui permettent de faire de l'analyse d'inférence causale dans des données transversales. Alors, c'est ce qu'on appelle des Bayesian Networks ou des réseaux bayésiens, où on part d'une structure préétablie de relations entre différentes variables qu'on mesure, donc des graphiques acycliques directs ou DAG en anglais, et on peut, à partir des relations qu'on imagine entre différentes variables, arriver à des liens de causalité sur une variable qui nous intéresse. Et l'intérêt absolu de ça, c'est de pouvoir faire de la simulation sur des données. Donc, c'est de simuler l'effet de changer une des variables dans mon modèle, puis qu'est-ce que ça va avoir sur l'ensemble du network ou de la structure de mes variables que j'ai. Fait que l'illustration classique pour comprendre ça, c'est si je veux savoir, moi, si mon gazon a le risque d'être mouillé ou d'être humide, bien, je vais regarder différentes variables. Bien, si c'est nuageux, ça se peut qu'il pleuve et donc mon gazon soit mouillé. Mais si j'ai des sprinklers, des arroseurs sur ma pelouse, bien, ça se peut aussi que mon gazon soit mouillé. Puis ça se peut que mon gazon soit mouillé s'il n'y a pas de nuages puis qu'il ne pleut pas, bien, c'est que c'est les arroseurs qui arrosent. Alors, sur les probabilités possibles de mes différentes variables, bien, je suis capable d'arriver avec une probabilité combinée, c'est-à-dire que si, donc la première ligne à gauche en bas, ici, à 0,99, si j'ai des arroseurs et que c'est nuageux et qu'il pleut, c'est à peu près sûr que mon gazon va être mouillé. Alors que si je n'ai pas d'arroseur, qu'il ne pleut pas, puis qu'il n'y a pas de nuages, bien, c'est à peu près sûr que mon gazon va être sec. Alors, c'est un peu comment que ça fonctionne. C'est simpliste comme image, mais on peut transposer ça à l'alimentation. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On a une étude un peu, le petit frère de Nutrinet Santé qui s'appelle Nutri-Québec, on s'est inspiré de cette étude-là. Et on essaie de prédire la quantité de gaz à effet de serre associée à l'alimentation des Québécois. Donc, c'est la variable en vert qui est en bas, Greenhouse Gas Emission. Donc, quelles sont les variables qui permettent de dire que quelqu'un, dans son assiette, il y a beaucoup de gaz à effet de serre qui est associé ou non? Et à partir d'un DAG, à partir de la relation entre les variables, on a une structure qui nous permet de voir, OK, voici le style d'association qui mène à une variabilité dans l'émission de gaz à effet de serre dans l'assiette de la personne qui mange. Et plus les flèches sont épaisses, plus la relation est forte. Puis vous avez des relations qui sont interdépendantes les unes des autres. Alors là, pour l'instant, je n'ai pas de chiffre pour dire, bon, est-ce que le gazon va être mouillé ou pas? Je ne suis pas rendu là encore dans l'analyse, mais ça permet, par exemple, de faire de la simulation. Par exemple, si l'éducation a un effet indirect à travers le revenu et à travers le statut de la sécurité alimentaire sur la quantité de gaz à effet de serre associée à la consommation d'aliments pour une personne. Je peux simuler, bien, si tout le monde avait un niveau universitaire au lieu d'un niveau high school, quel effet en amplitude ça aurait sur la quantité de gaz à effet de serre émise par la diète des Québécois. Donc, c'est vraiment une nouvelle façon d'étudier l'interrelation entre des variables qui sont toutes reliées les unes aux autres, mais dans une perspective causale. Puis dans une perspective causale et donc dans une perspective de santé publique également, éventuellement. Mais ce n'est pas parfait, ça non plus, donc il faut garder beaucoup d'humilité quand on utilise l'intelligence artificielle en recherche et en nutrition et pas penser que ça va solutionner tous les problèmes. Donc oui, il y a de belles promesses, mais il y a beaucoup de défis. Il faut apprendre un langage commun, puis j'ai donné l'exemple tout à l'heure de mon collègue que j'adorais, mais c'est rare, puis comme on dit en québécois, que je me suis chicané autant que ça avec un collègue. On ne se comprenait pas. C'est comme, ben oui, mais tu
tu fais pas de bootstrap. Comment ça, tu fais pas... Pourquoi tu fais pas de bootstrap? Lui, on fait pas de bootstrap, on fait un modèle, ça s'arrête là. Bon, moi, je voulais du bootstrap, je voulais une valeur P. Ça a pris du temps avant qu'on se comprenne. On a le défi aussi, quand c'est puis j'ai rien contre les ingénieurs et les gens bioinformatiques, mais quand ces gens-là s'approprient l'outil et développent un outil en nutrition, mais ne comprennent pas la complexité de ce qu'il y a en dessous, souvent, ça ne nous avance pas. Et donc, c'est vraiment de développer des gens, des équipes et des personnes qui comprennent les deux cultures, qui comprennent l'avantage d'utiliser les forces des deux cultures, mais qui comprennent les limites aussi des deux cultures. Un des grands défis qu'on a aussi dans ce domaine-là, c'est que là, on voit un paquet de modèles émerger en épidémiologie basés sur toutes sortes de modèles de machine learning puis d'IA. Mais là, bonne chance à la personne qui va vouloir faire une méta-analyse avec ça éventuellement. Avant, c'était tous des modèles de Cox. Ça allait bien, on avait toutes la même méthode. Mais là, on a tous des méthodes différentes, etc. Comment on va faire parler ces données-là dans 10 ans, quand on va vouloir faire des méta-analyses sur des modèles complètement différents, puis un output, un résultat qui est difficile à intégrer d'une étude à l'autre. La règle d'or, c'est le modèle peut être aussi bon, puis c'est vrai aussi avec nos outils classiques, aussi bon qu'on le veut. Si la donnée est mauvaise en dessous, on s'en sortira pas. Les Anglais disent « garbage in, garbage out », puis je pense que c'est vrai, puis ça reste vrai. Puis améliorer la donnée avec l'IA, je veux dire, si la donnée de base elle a des faiblesses, on ne peut rien faire avec ça. Puis, ce n'est pas toujours une révolution, c'est un peu catchy là, de parler d'intelligence artificielle et tout ça, mais des fois, c'est comme, finalement, on faisait déjà ça avant, puis c'est juste des mathématiques. Donc, il y a comme ça, on apprend une certaine dose d'humilité. Puis, on s'intéresse beaucoup, nous, à former des gens qui sont bilingues, c'est-à-dire qui comprennent la nutrition, comprennent l'IA. Ça, c'est pas facile à faire, mais toute opportunité qui crée un espace de formation bilingue et donc qui allume nos jeunes à ces outils-là, mais qui comprennent les enjeux encore là, ça va être un gain, je pense, pour l'évolution de cette recherche-là. Donc, je termine ici avec ça. C'est toujours ma diapo la plus importante, mais c'est les étudiants que j'ai eu la chance de diriger depuis que je suis professeur à l'Université Laval. Dans ce cas-ci, c'est Mélina ici qui a fait à peu près tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Ça, c'est mon équipe de recherche actuelle. Et sur ce, je vous remercie. Et encore une fois, merci pour l'invitation. J'ai revu des gens que j'apprécie, puis j'en ai connu des nouveaux. Donc, ça valait la peine vraiment de venir vous voir. Merci beaucoup, Benoît, pour cet exposé qui rappelle un certain nombre de challenges dans notre domaine et qui nous permet aussi de nous souvenir de ces bases qui sont importantes et qu'on ne peut pas toujours dépasser. Est-ce qu'il y a quelques questions pour Benoît ? Bonjour, merci donc de nous avoir rappelé que les réseaux bayésiens et les graphes existaient déjà. Et du coup, je me demandais si vous pouviez juste préciser l'apport quand même des grands modèles de langue dans ce que vous avez présenté, puisque ça a été assez peu finalement montré. En tout cas, je pense que c'est surtout sur l'analyse des chaînes de caractères, le texte. Mais exact. Donc, on a utilisé ces modèles-là, puis on a utilisé... il y a BERT qui existe là, dans les modèles d'analyse du langage. Il y en a un qui est FoodBERT, donc qui a été entraîné sur des aliments. Malheureusement, il a fallu rouler toutes nos choses sur l'anglais, les étiquettes en anglais, parce qu'en français, on n'a pas le même genre on n'a pas des outils aussi performants. Et donc, c'était vraiment pour faire l'appariement entre l'ingrédient sur la liste et notre base de données nutritionnelle. Et là, on a utilisé les approches classiques où on pouvait regarder des critères d'appariement et tout ça. Donc, c'est vraiment juste à ce niveau-là qu'on a utilisé. Quelques commentaires. Vous dirigez un centre de recherche. Vous avez mis l'accent sur ce double langage ou double formation. J'ai une question qui me taraude, c'est, à votre avis, qu'est-ce qui est le plus efficace ? Faire en sorte que les gens aient la double formation ou avoir des gens spécialisés dans une chose qui vont travailler avec des gens spécialisés dans d'autres choses. Enfin, vous comprenez Oui, tout à fait. Les deux, en fait. Dans le centre de recherche que j'ai le privilège de diriger, on a 60 chercheurs et chercheuses
qui viennent de 13 facultés différentes. Et on a, malheureusement, on n'a pas d'économistes encore, mais j'en cherche un qui s'intéresse ou une qui s'intéresse à la nutrition. On est tout juste sur le point de réussir. Mais on a des gens de tout horizon. Et le défi, c'est de se comprendre. Mais le succès repose aussi sur qui on choisit dans un centre de recherche. Quand on prend des gens qui sont ouverts d'esprit et qui ont le goût de se déstabiliser et d'être en dehors de leur zone de confort, comme vous étiez tout à l'heure quand vous avez posé votre question, ça fonctionne. Mais ça prend aussi des gens qui sont à l'interface de ces deux cultures ou de ces trois cultures-là, qui comprennent le langage. Donc, ça en prend moins, mais moi, je pense que ça prend les deux. Au Québec, les enfants, lorsqu'ils vont à l'école, comment mangent-ils? Est-ce que ce sont les collectivités qui leur fournissent à manger ou ce sont les parents qui ont les lunchbox? C'est la culture de la boîte à lunch. Alors, effectivement, il y a quand même un avantage en France, c'est qu'en restauration collective, souvent les collectivités qui vont passer des contrats avec des entreprises, par exemple, pour faire les menus, attachés au contrat, il y a les cahiers des charges, les annexes techniques, et il y a ce qu'on appelle les fiches techniques avec les grammages. Et donc ça, c'est quelque chose qui, effectivement, apparemment, vous n'avez pas chez vous, quoi. On a ça dans les institutions, par exemple, personnes âgées, les hôpitaux, mais pas dans les écoles, bien qu'il y a un programme qui est lancé au niveau fédéral depuis cette année pour fournir de l'alimentation dans les écoles. Je ne suis pas certain à court terme qu'on va avoir accès à ces données-là parce que ça ne sera pas un menu standardisé pour l'ensemble du Canada. Dieu merci, parce qu'il y a beaucoup de diversité. Mais oui, c'est un endroit où on peut, d'une part, intervenir, on peut mesurer, on peut modifier, etc. Donc, c'est à suivre parce que c'est quelque chose qui s'implante tranquillement au Canada. On aura une dernière question pour Benoît. Merci beaucoup, c'est vraiment passionnant, ça m'inspire beaucoup de questions, mais je vais en poser qu'une seule. En fait, vous avez beaucoup parlé des compositions des aliments, des compositions de diète, mais pas tant que ça des quantités. Alors je sais bien que dans une présentation, tout ne tient pas, mais je me demandais néanmoins, dans votre cuisine de laboratoire, si vous aviez imposé les portions données à vos participants, comment vous gériez le fait que ça ne correspondait pas forcément totalement à leur appétit du moment. Et je me demandais aussi, dans la métabolomique non ciblée, si vous arriviez à différencier la part de la composition de la diète de la part des quantités, parce que j'imagine qu'une diète méditerranéenne, s'il y a un déficit calorique ou un surplus calorique, ça ne va pas se répercuter de la même manière sur le métabolisme. Oui, merci. Donc, quand on fait ces études-là, on peut les faire de différentes façons. Dans le cas que je vous ai présenté, on ne voulait pas avoir d'interférence avec le gain ou la perte de poids. Donc, on mesure, on estime la dépense énergétique au départ des participants et on leur donne la quantité de calories nécessaire pour maintenir le poids stable. Puis quand ça bouge dans les premières semaines, bien, on ajuste en cours de route. Puis après 2 semaines, habituellement, on maintient le poids stable. Une anecdote, c'est quand dans l'étude où on a nourri la diète canadienne d'une part, puis aussi la diète méditerranéenne. Premièrement, c'est très facile de recruter des sujets, des participants pour la diète méditerranéenne. On met une annonce, puis tout le monde veut participer. Donc, dans ce cas-ci, c'était des hommes qui avaient le syndrome métabolique. Et quand on leur a présenté la quantité de bouffe, de nourriture qu'ils avaient à consommer sur la diète méditerranéenne, ils nous ont dit « Je ne serai jamais capable de manger tout ça ». Parce que la densité énergétique, évidemment, avait diminué énormément par rapport à la diète canadienne. Puis là, le volume d'aliments était comme vraiment impressionnant. 3000 calories de diète méditerranéenne, c'est beaucoup de bouffe. Donc, on a eu ce défi-là, mais les gens se sont habitués, puis on a quand même des trucs pour comme standardiser tout ça. Évidemment, oui, le métabolomique, si on consomme plus d'une diète, il va y avoir plus de métabolisme, plus de métabolites éventuellement. Mais comme on avait standardisé relatif aux besoins énergétiques, bien, on n'a pas tenu compte de la valeur absolue de grammes consommés, mais bien par rapport au métabolisme de la personne. Mais tout se peut. D'ailleurs, dans cette étude-là, encore une fois, anecdote, on a fait perdre du poids à nos hommes. On les a nourris sur la diète méditerranéenne isocalorique. Puis là, on leur a fait perdre 10 % de leur poids. Et après, on leur a redonné la diète méditerranéenne avec 10 % moins de poids. Évidemment, il y avait un peu moins de calories dans l'assiette,
mais les effets métaboliques étaient presque tous indépendants de la perte de poids. Donc, la diète était vraiment l'aspect qui avait le plus d'effet sur la santé métabolique, plus que la perte de poids. Donc, c'est un peu comme l'activité physique, la diète, c'est-à-dire que l'activité physique, on a besoin de perdre de poids pour en avoir des bénéfices, la diète non plus. Mais quand on mange bien, souvent, on va perdre du poids. Merci beaucoup pour cette discussion très intéressante. On va Merci devoir pour avancer l'invitation. Oui. dans le programme. Et puis,